Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Virtu. Virtu qui est un jeu de Pascal Ribroux, un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée entre 2 et 3 heures, en tout cas pour vos premières parties. Donc un jeu costaud qui est édité et développé par Super Meeple. Super Meeple, un éditeur qu'on aime beaucoup parce qu'il fait vraiment des bons jeux où il localise, où il a l'habitude de localiser des excellents jeux en français. Il a l'habitude aussi de rééditer des très bons jeux. Il en a fait plus d'une soixantaine de jeux déjà. Et parmi ces 60 jeux, il en a fait 4 exactement, pardon, 4 qu'il a développé lui-même. Donc, Super Meeple a développé Couleurs de Paris, Genesia, Tajuto et Virtu est le 4e. Donc, on est très heureux de voir cet éditeur développer également lui-même ses propres jeux, pas se contenter juste de localiser. Surtout qu'en plus, celui-ci est un jeu costaud, un jeu vraiment abouti, où le travail de développement était vraiment important et parfaitement réussi. Donc, bravo pour ça. Et donc, voilà. Donc, Virtu, qui est un jeu de conquête de nouveaux territoires et de contrôle de territoires, mais agrémenté d'une série de mécanismes assez rafraîchissants, une roue d'action fantastique, vous allez voir, une gestion de ressources inédite et aussi de l'amélioration des actions, donc des systèmes vraiment chouettes, nouveaux ou qu'on aime beaucoup. Donc voyons ça ensemble tout de suite. Voilà donc un plateau personnel, le plateau de Virtu, un plateau personnel joueur et le plateau des points de victoire. Donc on va vite d'abord commencer par voir comment on va gagner des points de victoire. Donc on finit une partie aux alentours de 15 points de victoire, donc c'est assez tendu, chaque point de victoire compte, donc ça c'est très très chouette dans ce jeu. Si vous arrivez à prendre un point de victoire à un adversaire, eh bien c'est déjà beaucoup. Et comment est-ce qu'on va gagner des points de victoire? Grâce aux cités qu'on va conquérir. Donc plus on aura de cités, on contrôlera de cités, plus on aura de points de victoire. Donc chaque cité c'est un point de victoire, sauf les deux de départ, mais sinon chaque cité c'est un point de victoire. Donc vous voyez, prendre une cité à un adversaire c'est important. Voilà, pas mal de points de victoire qu'on va pouvoir gagner grâce à la guerre. On va aussi pouvoir gagner des points de victoire en progressant sur la piste de patronage. C'est une piste qui équivaut au soutien de la culture, de l'art et de la culture. Et donc au fur et à mesure que vous augmentez sur cette piste, vous gagnerez des points de victoire, mais vous gagnerez aussi des cartes bonus. Vous allez pouvoir gagner des points de victoire si vous êtes majoritaire en ressources ecclésiastiques, donc pas mal de points de victoire aussi là à ne pas négliger. Vous avez aussi des points de victoire que vous pouvez gagner en combattant vos adversaires. Donc chaque fois que vous gagnez un combat contre un adversaire, vous recevez un jeton de la couleur de cet adversaire et qui vous vaut 2 points de victoire. Mais vous n'avez que maximum un jeton par adversaire. Donc il suffit entre guillemets de combattre chacun de vos adversaires pour gagner pas mal de points de victoire. Si vous vous acharnez contre un, vous n'allez pas avoir plus de bonus pour ça. Vous allez pouvoir gagner aussi un point de victoire par alliance que vous aurez faite. C'est sur le tableau ici. En dépensant ces ressources, vous allez pouvoir avoir une alliance avec les royaumes adjacents à votre empire. Et ces royaumes, ces alliances vont vous donner des petits bonus sympathiques. Vous allez aussi gagner des points de victoire grâce aux cartes que vous aurez acquises et en perdre à cause des cartes dette, en gros. Donc voilà, ça ce sont les points de victoire qu'on peut gagner en cours de partie. C'est un jeu de conquête et de contrôle de territoire. Donc là, vous voyez les positions de départ à 4 joueurs et donc l'objectif est de conquérir toutes ces cités qui sont là. Et vous avez donc ce système de roues d'action, de plateau personnel et de roues d'action. Peut-être un petit mot avant pour vous expliquer que tout ça est purement asymétrique. Vous voyez, ce sont les actions qu'on peut réaliser ici. C'est les joueurs vont
devoir tourner dans le sens aiguille horaire leur jeton action pour réaliser une action. Et vous voyez que l'ordre est différent sur un plateau action ou un autre. Vous voyez ici, l'ordre est différent. Donc, il y a déjà une asymétrie là. L'asymétrie ne s'arrête pas là. Chacun a ses propres cartes de ressources différentes et chacun démarre avec des positions de départ différentes. Tout ça donne un peu un départ, en tout cas un peu stéréotypé, puisque le bleu va plutôt avoir tendance, donc c'est le Milanais, à devenir assez fort d'un point de vue guerrier et va déferler vers le sud. Le rouge, lui, il est plutôt fait pour s'investir dans la culture, dans la paix. Il va annexer les autres villes, mais de manière pacifique. Il va devoir surtout se défendre et contenir l'arrogance du bleu. Le vert, lui, va se développer dans les mers et le jaune, il va être un peu plus sournois. Il va envoyer ses agents un petit peu partout et jouer de son influence pour combattre. Donc, ce sont des nations et des mises en place de départ peut-être un peu trop stéréotypées qui vont un peu trop vous guider dans vos actions. Mais c'est un petit peu le point de tous les jeux asymétriques finalement. Quand vous commencez avec certaines capacités ou quoi, vous devez en profiter. Et donc voilà. Donc personnellement, je trouve ça un peu trop. J'aurais préféré un plateau modulable, par exemple, ou des villes de départ changeantes. Mais évidemment, tout ça est fait aussi pour veiller à un équilibre parfait. Hein. L'équilibre, il n'y a rien à dire. Chaque nation a ses forces et ses faiblesses. Et pour ça, il n'y a rien à dire sur l'équilibre. Mais bon, voilà. Et aussi, il faut dire que même si les départs sont stéréotypés, il y a énormément de cartes qu'on va pouvoir acquérir et il y a énormément de capacités, de royaumes, de tuiles qu'on va gagner, etc. qui fait que même si c'est stéréotypé, finalement, le jeu sera différent d'un joueur à l'autre. Il y a tellement d'interactions aussi que le jeu offre une belle profondeur qui permet de renouveler aisément vos parties. Hein. Donc, vous n'en faites pas pour ça non plus. Hein. Donc voilà, ça c'est peut-être pour le mot de la symétrie. Alors maintenant, revenons sur le plateau joueur pour voir comment tout ça fonctionne. En fait, à votre tour, vous prenez votre jeton action, vous devez le déplacer d'une ou deux cases et vous réalisez l'action sur laquelle vous arrivez, tout simplement. Vous pouvez aller plus loin si vous payez 2 sous. Et c'est marqué sur votre aide de jeu qui est vraiment bien faite. Et il est marqué ici, en payant 2 sous une seule fois. Donc vous ne pouvez pas payer 4 sous pour avancer de 2 cases. Vous pouvez avancer d'une case. Et vous pouvez aussi avancer d'une case si vous avez une habilité spéciale de flèche. Donc par exemple, si j'avais acquis le duché de Florence, eh bien j'ai une action spéciale flèche. En retournant ma tuile, eh bien je peux aller un cran plus loin. Donc normalement, 1 ou 2 cases, en payant 2 sous, une case en plus maximum, et avec une flèche, on peut aller une case en plus. À noter qu'on pourrait même faire un tour complet si j'avais 2 flèches. Hein, donc, les flèches, par contre, sont cumulatives. Donc, les choix, en gros, c'est un choix sur 2. Hein, un choix sur 2 actions, donc c'est assez simple. Maintenant, vous avez vu qu'il y avait moyen d'aller plus loin, donc ça devient un peu plus compliqué. Et en plus, ce choix va être impacté par différents facteurs, l'action que vous voulez réaliser, bien entendu, mais aussi le coût. Est-ce que ça vaut la peine de payer 2 sous pour aller jusque-là ou de retourner une tuile flèche, hein, le coût. Et l'action suivante. Si l'action suivante que je veux faire est celui-là, ça ne sert à rien si je vais ici, par exemple, après je pourrais la faire. Donc, si par contre l'action suivante que je veux faire, c'est la guerre, je sais que si j'avance de 2 et puis encore une fois avancer de 2, j'arriverai pas à la guerre. Donc il faudra à un moment donné ou l'autre que je paye une flèche ou 2 sous. Donc tout ça va intervenir dans mon choix. C'est assez intéressant. La deuxième chose qui est superbe avec cette roue d'action, qui est un petit peu
inspiré d'Antique, hein, je ne sais pas, ceux d'entre vous qui connaissent Antique. Il a été créé il y a 16 ans par Mark Getz, qui a aussi une roue d'action. Mais la roue d'action, elle est commune à tous les joueurs. Ici, chacun a sa propre roue d'action. Et en plus, non seulement vous avez vos propres roues d'action, mais vous avez un système de gestion de ressources autour qui, lui, est totalement inédit et vraiment bien fait. Donc, en fait, quand vous réalisez une action, vous avez besoin de ressources. La majorité des actions, vous avez besoin de ressources. Et pour avoir ces ressources, eh bien, les ressources sont sur les cartes actions. Et donc, vous devez retourner une carte face cachée pour utiliser la ressource en question. Et vous pouvez aussi retourner vos tuiles conquêtes. Donc, quand vous conquérez un territoire, vous avez toutes les tuiles sont ici des territoires et vous gagnez une tuile territoire qui vous donne une ou plusieurs ressources. Hein. Là, un choix entre deux ressources, là, entre trois ressources. Et donc, quand vous utilisez ces ressources-là, vous les retournez également face cachée. Ça, c'est une chose, mais chaque fois que votre jeton passe par une flèche comme ceci, avec cette indication-là, eh bien ça indique que les cartes à droite de votre plateau se retournent face visible. Et donc, vous avez toute une gestion où vous allez retourner celle-ci pour avoir sa ressource. Vous savez quand vous passez, hop, vous la retournez face visible. Et donc, vous avez toute une gestion de vos ressources assez inédites où vous allez être incité à aller assez vite parce que plus vous irez vite le long de cette roue d'action, plus vite vos ressources reviendront disponibles, en sachant que l'action gouvernée vous permet, en payant une couronne, vous en avez déjà une sur l'action même, chaque couronne vous permet de retourner deux tuiles citées, donc, ou des tuiles comme ceci. Donc, gouverner vous permet de faire un reset, je dirais, de vos tuiles, et avancer et tourner le long de votre roue d'action vous permet de retourner vos tuiles. Donc un système vraiment ingénieux, en sachant aussi qu'en fin de phase, à chaque fin de phase, vous allez pouvoir réarranger ces cartes. Et donc vous pouvez par exemple mettre cette carte-ci sur une carte action. Et donc vous voyez, cette carte-ci permet de réaliser cette action, la même action que celle-là, l'action patronnée. Donc quand je la place là, eh bien quand je ferai cette action-ci, je pourrai faire l'action patronnée comme en dessous, mais en plus, j'aurai ces ressources-là, une des deux ressources-là, à disposition pour faire mon action. Donc, j'aurai déjà la ressource sans devoir retourner la carte, etc. Donc, j'ai la ressource toujours disponible pour mon action. Je peux même l'améliorer en glissant une carte en dessous, une seule. On ne peut pas aller plus qu'une seule. Donc, au pire, c'est pour ça qu'il y a ce double icône de carte. Donc, quand je vais là, et bien même chose, je peux utiliser une des deux ressources là et une des deux ressources là. Donc il y a moyen de pimper ces actions. Et pire, ça va encore plus loin que ça, puisque je peux placer cette carte où je veux. Si je la place ici, par exemple, eh bien, je condamne cette action. Je ne pourrai plus faire cette action tant que cette carte est là. Je pourrai toujours la déplacer en fin de phase. Je vous explique. Donc, il y a moyen dans ce réarrangement et cette réorganisation de vos cartes de les déplacer. Mais en attendant, vous sacrifiez l'action qui est en dessous. Et donc, ça vous permet de faire une fois l'action patronnée et une deuxième fois. Donc, vous perdez une action, mais vous gagnez la possibilité de faire plusieurs fois la même action. Donc, voilà un système assez ingénieux, en sachant qu'il y a toute une gestion derrière, puisque vous voyez qu'il y a des emplacements de cartes plus légers, vous allez gagner des nouveaux emplacements de cartes qui vous permettront de mettre plus de cartes autour ou dedans, etc. Vous allez acquérir de nouvelles cartes qui sont ici, des cartes qui vont vous donner des actions, comme ici guerroyer, ou des ressources, pas mal de ressources
ressources. Donc pas mal de cartes différentes qui vont pouvoir, que vous allez pouvoir enrichir votre plateau personnel grâce à ces cartes et pimper, devenir de plus en plus puissant. Vous allez aussi être de plus en plus puissant grâce aux tuiles que vous aurez, aux tuiles citées que vous conquérez, qui vous donneront aussi des ressources. Vous allez pouvoir acheter aussi des duchés comme ici ou des principautés. Vous allez pouvoir changer votre régime en royaume ou en république. Voilà, la république, le royaume, vous voyez, qui vous donne aussi des ressources, etc. Donc il y a pas mal de richesses dans ce jeu, pardon. Et voilà, donc alors peut-être un petit mot aussi sur les actions. Quelles sont les actions que vous pouvez faire? Bon, ben, gouverner, je vous ai expliqué, c'est retourner toutes les tuiles. Patronner vous permet d'augmenter le long de la piste patronage et de gagner deux fois une carte bonus comme ceci qui vous donneront des bonus assez sympas. Hein. Il y a même augmenter vos forces de défense, d'attaque, etc., des points de victoire en plus, etc. Vous avez l'action annexée qui permet, en dépensant des couronnes, d'annexer des cités adjacentes à vos cités, en payant que des couronnes, donc pas en attaquant. Donc ça permet d'avancer, je dirais, de manière pacifique. Sympa, annexer, guerroyer. La guerre se fait grâce à nos petits, vous voyez, des soldats, ils sont magnifiques, ces petits soldats en bois. Donc, grâce à vos soldats, vous allez déplacer et vous allez faire la guerre en fonction de votre force d'attaque. Donc tout ça est sans hasard. Donc chaque soldat vaut 1, vous allez avoir des cartes qui vont vous donner, mais les cartes sont face visible, tout est visible, donc tous les joueurs verront, qui vont vous donner plus 1 en force. Tout ça fait que quand vous allez envoyer vos soldats guerroyer, vous savez à l'avance que vous allez gagner ou perdre. Ça ne vaut pas la peine de faire l'effort si vous perdez, évidemment. Donc sans hasard, donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Et alors la dernière action qui est fantastique, c'est génial, c'est l'action intriguée. Alors l'action intriguée vous permet d'envoyer vos petits agents, vous voyez, ils sont très jolis, vos petits agents, un peu partout sur le jeu. Donc vous pouvez envoyer par exemple sur une ville, ça vous permet de diminuer la force de cette ville quand vous l'attaquez, donc ça vous donne un peu un point de force en plus, ou d'augmenter la force de cette ville quand un adversaire l'attaque. Donc quand je vous disais qu'une action, que le combat était sans hasard, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'il est sans danger. Parce que vous avez l'ordre du tour. Si bleu jouait avant rouge et qu'il place ses soldats pour conquérir ici, imaginons qu'il place 4 soldats. Comme ça, il a 4 de force et la ville a 3 de défense, donc pas de problème. Et que rouge joue après dans l'ordre du tour et vient mettre son agent ici, tout à coup il a 4 de force, il faut 1 de plus en force pour gagner, donc les troupes bleues vont retourner toutes peinaudes d'où elles venaient à Turin et il aura fait, son action aura échoué. Donc c'est pas parce qu'elle est sans hasard, l'action qu'elle est sans danger, puisque l'ordre du tour joue beaucoup. Les adversaires peuvent venir faire des misères et vous empêcher. Autant être dernier joueur, mais évidemment, souvent, le premier joueur sera celui qui est le plus fort, en tout cas, oui, qui est souvent le plus fort. Donc voilà, c'est une manière aussi de compenser la force d'un joueur. Donc, première chose, l'agent, il peut se mettre sur une ville pour augmenter ou diminuer sa force en fonction de qui l'attaque. Un agent peut aussi se mettre sur une des alliances pour tenter de l'acquérir. Si elle appartient à personne, son coût diminue. Si elle appartient à quelqu'un, elle va pouvoir
faire l'alliance, remplacer l'alliance de ce joueur par une alliance avec soi. Donc sympa aussi de mettre son agent là. Alors l'agent, il peut aussi être placé sur une case action adverse ou à soi. À soi, c'est plus en termes comme une défense, je dirais, mais adverse surtout, et ça bloque l'action. Donc ça, c'est génial aussi. Donc tout à coup, vous ne voulez pas que ce joueur... bon, évidemment, ici, c'est un agent rouge pour rouge, donc ça ne va pas. Mais imaginons que l'agent était bleu. Eh bien, rouge ne peut pas faire cette action-là. Il doit sauter. Il doit sauter l'action et faire une autre action à la place. Puis, et s'il s'arrête là, ben, il ne fera pas d'action. Donc vraiment très pénible. Sachez aussi que dans les règles, vous pouvez mettre autant d'agents que vous voulez chez un adversaire. Donc vous pourriez le bloquer complètement en mettant des agents partout. Attention que l'action agent permet d'enlever des agents adverses aussi. Donc cette action-là est quand même toujours disponible. Même s'il y a un agent sur l'action, le premier agent qu'on enlève, on doit enlever celui qui est sur l'action. Mais à part ça, vous ne bloquez pas complètement le joueur, il sait se débloquer, mais ça va lui mettre beaucoup, hein, puisque si tout est bloqué, il va rien savoir faire pendant des tours et des tours. À noter que les règles du jeu proposent une variante de ne pouvoir mettre qu'un seul agent par plateau joueur, et je vous la conseille, parce que bloquer complètement un joueur, ça peut être très frustrant, vous n'avez plus rien à faire pendant des tours et des tours, pendant que tout le monde réfléchit. C'est évidemment très frustrant et ça joue un petit peu au chat à la souris avec le joueur en tête qui se reçoit tous les agents adverses, etc. Donc nous, on préfère en tout cas ne jouer qu'avec cette variante d'un seul agent par plateau, mais qui est déjà bien puissant. Hein. Donc voilà, donc les agents, une belle invention, un truc qui tourne du tonnerre, qui donne une interaction géniale. Je vous le conseille parce que franchement, enfin, je vous conseille le jeu en général, mais cette action-là est fantastique, je trouve. Voilà. Voilà, un petit mot sur le matériel et puis on peut conclure la vidéo. Donc le matériel, bon, moi ce que j'adore c'est les agents, je les trouve très beaux. J'aime beaucoup aussi les soldats, ils sont très beaux. Le reste est plus banal, des pions, des cartes, les plateaux personnels sont en carton très fin. Le plateau central est sympa, c'est du carton, quoi. Des cartons et des cartes. Les pièces sont en carton aussi. Donc voilà, pas un matériel fantastique. Attention, les illustrations sont par contre magnifiques. Hein. Vous voyez, les illustrations, moi personnellement j'adore, je suis fan. Donc les illustrations des cartes, des tuiles, etc. sont magnifiques. Le matériel en lui-même, à part les agents et les soldats, le reste est plus banal, mais voilà, on ne demande rien de plus. Et voilà, donc c'était la dégustation de Virtu, un jeu de conquête, de contrôle de territoire et de conquête, mais qui va beaucoup plus loin que ça, avec des points de victoire très ramassés, donc une tension sur chaque cité qu'on conquiert, un système de combat sans hasard, mais où l'ordre du tour est important, donc où on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc un système de roue d'action fantastique avec des actions géniales comme l'intrigue et l'envoi d'agents chez les adversaires, un système de gestion de ressources aussi très chouette. Un peu stéréotypé, donc son asymétrie est assez typée et donc chaque nation a sa façon d'être jouée, mais ce n'est pas trop dérangeant puisque le jeu est très riche et très profond grâce à pas mal de cartes, à pas mal de possibilités de changer légèrement votre stratégie. Donc évidemment l'interaction des joueurs va également jouer dans tout ça, un jeu magnifiquement équilibré.
où on voit bien que tout a été bien pensé et où il n'y a pas vraiment une nation qui sort du lot. Il y a moyen de gagner un peu de différentes façons, donc c'est assez sympa et on voit souvent que les scores sont assez serrés alors que chacun a été dans une direction différente. Donc voilà, un jeu que je vous conseille. Évidemment, c'est un jeu de combat, hein, donc c'est un jeu interactif, ça va grincer des dents, mais voilà, un jeu qui renouvelle un peu le genre grâce à ses trous d'action et à ses cartes actions, à pouvoir améliorer ses actions, à gérer bien ses ressources. Donc tout ça est très rafraîchissant. Alors dans Virtua, c'est pas nécessairement le plus fort qui gagne, mais le plus vertueux. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser, de bientôt, à bientôt et santé.